Notre feu sacré aujourd'hui est Michel Tirabosco. Il est né sans avant-bras, sa vie aurait pu se dérouler sous le signe du handicap. Grâce à une volonté de faire, l'amour inconditionnel de sa famille et son talent de musicien, il est devenu un virtuose international de la flûte de Pan. Venez à la rencontre de cet incroyable personnage. Bonjour Michel. Bonjour Viviane. Aujourd'hui, nous allons vivre sous le signe de la musique, puisque tu es un grand virtuose international, spécialiste de flûte de Pan. C'est ça. Nous avons la chance aujourd'hui d'être assis tous les deux dans le parc du Conservatoire de Nyon, ce bel endroit au bord du lac. C'est vrai, c'est assez paradisiaque, très inspirant pour la musique. J'ai eu la chance d'entrer dans ce conservatoire, c'est un des seuls qui m'a ouvert les portes, parce que la flûte de Pan n'est pas encore vraiment considérée comme un instrument classique. Alors, pour moi, c'est important, oui, d'enseigner cet instrument dans un conservatoire. Michel Tirabosco est aujourd'hui considéré comme l'un des tout meilleurs musiciens de flûte de Pan au monde. Concertiste depuis l'âge de 14 ans, ce véritable virtuose provoque à chaque passage l'admiration. La première chose que j'ai entendue de lui, c'était sa musique. C'est un oiseau qui chante sur une branche. Voilà, posé sur terre et puis on y va, quoi. Le musicien mène une carrière exceptionnelle qu'il a déjà menée aux quatre coins de la planète. À l'origine notamment de son succès, une innovation majeure, Michel a rajouté une note à son instrument, le Do, ce qui lui permet de toucher à tous les répertoires. Michel a su donner cet instrument des lettres de noblesse qu'il n'avait pas encore. À 9 ans, il jouait bien de la flûte de Pan. Très très bien. Aucun doute, la Fée Musique s'est penchée très tôt sur le berceau de Michel. Tirabosco, la flûte de Pan, Tirabosco. Il fait tiens quand tu joues avec, quoi. Tu as choisi cet instrument. Il y a une raison? Ça s'est fait vraiment tout naturellement. Je n'ai pas eu un rapport avec la musique agressif, c'est vraiment un rapport d'amour. Tout de suite, je l'ai prise, je l'ai adoptée. Mon père organisait des concerts dans notre village. Je jouais à la messe de minuit, à la kermesse, à la communion. Enfin, vraiment, j'avais 10 ans. Hein. Mon premier disque, d'ailleurs, j'ai enregistré un disque pour les enfants. J'avais 10 ans. Enfin, un titre. Tu as déjà enregistré un disque à 10 ans? Oui, j'étais déjà en studio. Et après, tu en as enregistré beaucoup? Tu as enregistré combien? Oui, donc après, j'ai fait un 33 tours à 17 ans. Ensuite, mon premier CD, j'avais 19-20 ans. Et puis après, c'est parti. Là, il y en a 10 qui sont sortis depuis. À quel moment tu as décidé d'en faire ton métier? Comment ça s'est passé, ce passage entre l'enfant et le jeune professionnel de la musique? Dans le métier, en tant que concertiste, ça s'est fait vraiment tout naturellement, petit à petit. Au fil des concerts, je me suis aperçu que je pouvais en vivre et que ça pourrait devenir un métier. Mais disons, la musique, c'est même pas un métier, c'est vraiment une passion, un plaisir. Et puis, effectivement, il y a eu la décision de quitter le collège pour rentrer au conservatoire supérieur. À quel âge as-tu quitté le collège? J'avais 17 ans. 17 ans. Voilà, et curieusement, mon père n'était pas très d'accord. Il me poussait plutôt à faire des études. Et moi, je lui ai dit, ne t'inquiète pas, j'aime la musique, c'est une passion, il faut que je fasse ça. J'étais pas trop scolaire. Et voilà, j'ai fait 6 ans donc, au conservatoire supérieur. On a travaillé le contrepoint, l'harmonie, l'orchestration, pour avoir un papier professionnel. Et maintenant, tu te promènes dans le monde entier avec ta flûte de Pan, puisque tu es un grand virtuose international. Bien sûr, c'est ma compagne. Je dis toujours, c'est ma deuxième femme. Elle me connaît, bien sûr, elle me connaît par cœur. On a passé par beaucoup d'étapes, par beaucoup d'expériences extraordinaires. J'ai voyagé beaucoup grâce à cette flûte de Pan. J'ai rencontré des gens extraordinaires. Tu joues en soliste ou en concert ou avec un orchestre? Comment ça se passe? Avec les orchestres, ça m'arrive. J'ai été en Turquie avec l'orchestre des communautés européennes. Là, j'ai fait le concerto de Mozart avec l'orchestre de Neuchâtel. Mais c'est plus rare, forcément, puisque les grands orchestres professionnels prennent des gens assez connus. Et puis, encore une fois, ce n'est pas un instrument reconnu dans le milieu classique. Alors, les chefs d'orchestre doivent vraiment avoir une ouverture d'esprit pour pouvoir m'inviter, parce que c'est tout des transcriptions.
Il n'existe aucune partition pratiquement écrite pour la flûte de Pan. D'accord. C'est-à-dire que tu veux dire qu'aucun compositeur n'a directement composé pour la flûte de Pan. On a les fameuses 5 notes de Papageno dans la flûte enchantée de Mozart. Voilà, sol, la, si, do, ré, c'était vraiment les seuls. Et pourquoi ça? Mais parce que c'est un instrument folklorique avant tout, donc il n'a pas été, voilà, il n'était pas dans un orchestre. Ça a été, oui, il est toujours en relation avec une tradition. Lors des danses, on jouait de la flûte de Pan. Michel, tu acceptes de parler de ton handicap. Tu sais qu'il le faut pour les gens qui nous regardent. C'est une partie intégrante de moi, bien sûr. C'est une partie intégrante de toi. Du plus petit, ou tu te souviens, j'imagine, que tu as perçu une différence? Oui, bien alors sûr. en fait, je me sens tellement pas handicapé, sauf bien sûr dans le regard des autres. C'est pour ça que j'en fais beaucoup abstraction dans ma vie de tous les jours. Donc petit, j'ai eu la chance de pouvoir grandir dans un petit village de 1500 habitants en pleine campagne. Je dis une chance parce que c'est là où j'ai pris mes marques, c'est là où je me suis complètement épanoui. Tous ces gens me connaissaient, donc tous ces habitants. J'ai fait ma scolarité comme tout le monde. Mes parents n'ont jamais voulu que ça soit différent. On a eu des professeurs qui sont venus à la maison pris de panique parce qu'il fallait commencer à faire de la géométrie, tenir un compas, une règle. Et ma mère leur a toujours répondu que son fils pourra se débrouiller comme tout le monde. Michel vient au monde à Rome en 1968. Fils cadet d'une famille de 3 enfants, dès sa naissance, le petit garçon devra vivre sans avant-bras et avec une jambe paralysée. Mais chez les Tirabosco, c'est le bonheur de compter un nouveau venu dans la famille qui prime avant tout. Si on veut me demander de m'apitoyer, en tout cas je ne le ferai pas, parce que je crois que la vie est un don, et il n'y avait pas de raison qu'il n'ait pas aussi sa chance d'être heureux dans ce monde. Enfin, moi j'ai toujours ressenti ça, et je crois que mon mari aussi. Il m'avait écrit une lettre extraordinaire où il disait « Nous allons faire de cet enfant un homme ». Parce que les structures médicales pour Michel n'existent pas en Italie, toute la famille part s'installer en Suisse, sur les hauteurs de Genève à Meigné, où Michel grandira. Oui, Michel était joyeux, optimiste, toujours content. Et moi, j'ai des souvenirs de situations où, comme enfant, il aurait pu vraiment pleurer. Jamais. Tony et moi, on a toujours pensé qu'il fallait lui faire confiance. Michel a baigné très tôt dans la musique. Son père Antonio était baryton à l'opéra et pour lui aussi, le handicap de Michel n'en était pas vraiment un. Il a toujours été le moins handicapé de la maison, hein, sachez-le. Je me rappelle que pour se lasser les souliers, on dit bien, lasser les souliers étaient les premiers de tous les 3. Alors, on n'a jamais compris comment il a fait. Antonio a toujours été très impliqué dans la vie de Michel. Aujourd'hui encore, c'est lui qui fabrique les instruments de son fils. J'aime beaucoup la couleur. Et tu glisses bien? Ouais. Mais au fait, comment Tony est-il devenu artisan flûtiste? Je vous la raconte, c'est une anecdote. Hein. Vous avez 1 minute. Hein. Je vois ma femme qui est presque en pleurant et lui qui est dans un coin de la maison qui pleure. Qu'est-ce qu'il avait fait? Sous une magnifique bergère, fauteuil berger, il s'était assis, mais il n'avait pas vu qu'il y avait sa flûte. Il a cassé en 2. Et le lendemain, pour la première fois, il s'est exposé en public à l'église de Meigné. Je me suis fait un gabarit en vitesse, et puis je l'ai tout remonté. Le lendemain, il a joué. Et de là, j'ai compris qu'est-ce que c'était une flûte de Pan. C'est son âme. C'est marrant parce que chaque fois que je raconte cette anecdote, j'ai les larmes aux yeux. Toi, tu rigoles, mais c'est vrai pour le cas. Bon, et vive la flûte de Pan. Tu as eu des parents extraordinaires. Tu as vécu dans un monde d'amour, de tendresse. Absolument. Très entouré. Tout à fait. Ma mère est une grande battante qui se posait pas trop de questions. Elle fonçait.
en même temps très sensible. On a eu une complicité, on l'a toujours d'ailleurs, extraordinaire, puisqu'elle m'a accompagné partout. Elle a toujours été là, vraiment, lors des moments difficiles, comme dans les joies. Hein. On a tout partagé ensemble. Elle est aussi pleine de caractère, en même temps, elle est douce. Elle me ressemble beaucoup. C'est vrai? Oui, je pense. Tu lui ressembles? Oui, oui, absolument. Tu tiens beaucoup d'elle. Ah, oui. Et en même temps, ton papa était donc baryton, donc Tout à fait. quelqu'un qui t'a fait baigner dans la musique et dont tu dis qu'il t'a bricolé tous tes jouets d'enfant de façon à te les adapter. Exactement. Et au fond, grâce à cet amour. Tout à fait. Il avait toujours une idée pour bricoler quelque chose lorsqu'il a fallu aller à vélo. Après, j'ai fait 4 ans de vélomoteur. La flûte, déjà, c'est lui qui a construit mes premières flûtes de Pan et ensuite maintenant pour mes élèves. Donc il est aussi très présent dans mon cheminement. Et tu as vécu dans cette atmosphère donc, où on t'a donné confiance. Voilà. Je crois que c'est ça qui est important. C'est le plus important. Des bonnes bases dans la vie, absolument, beaucoup d'amour. 2 frères aussi extraordinaires, donc je suis au milieu. Voilà, j'étais un meneur, j'ai jamais eu vraiment de problème, j'étais le premier toujours sur l'arbre. Donc dans ce village, chaque saison était rythmée par des jeux, on jouait au football, on allait cueillir les cerises, gauler les noix, on jouait à la planche à roulettes, on a fait tellement de choses dans cette campagne. Et puis toujours très proche de la nature et ça m'a beaucoup aidé. Aujourd'hui, je le suis toujours. Donc tu as un frère qui adore les échecs avec lequel tu joues. C'est le petit frère, hein, je crois. Oui. Et alors avec le grand frère, alors tu as eu ton grand frère, tout le monde le connaît en Suisse. C'est donc illustrateur Tom Tirabosco. Voilà. Il est très connu. Il fait des BD extraordinaires, très amusantes. Il nous faisait des dessins déjà tout petits. C'était extraordinaire. Alors lui aussi, c'est tout petit que son don s'est révélé. Oui. Frère aîné de Michel, Tom Tirabosco est un dessinateur de bande dessinée bien connu du paysage culturel genevois. Son enfance aux côtés de Michel, il en a fait un livre, souvenir de moments à la fois tendres et nostalgiques. Salut, ça va? Ouais, et toi? Moi, dans mon souvenir, c'était une espèce d'énergie, une boule d'énergie, d'un petit garçon qui avançait comme un bulldozer et qui était le meilleur partout. Et c'était super chiant. Le meilleur partout. Et c'était super chiant de grandir à côté de toi, c'était le meilleur. T'étais le chef de bande, le vrai. C'est vrai? Ouais. Petit, j'ai le souvenir de lui qui s'énervait et puis c'était vraiment comme une mini-locomotive. J'ai le souvenir de lui à vélo. Tout le temps, il se faisait mal, il s'égratignait, mais il remontait. Et puis, les croûtes n'avaient pas le temps de sécher, qui retombaient dessus. Enfin, des choses assez... Non, à la fois dures, mais assez belles, comme ça, dans ce qu'elles disent de cette volonté de faire. Là, c'est la fameuse fois où je t'ai quand même filé une raclée. Je me souviens de celle-là. J'ai finalement décidé de te filer une vraie bordée dont tu te souviendrais. J'étais pas si meilleur que ça, finalement. Ouais, là, j'avais peut-être dû attendre. Voilà. J'ai attendu mon heure. Alors, Tom a écrit plusieurs BD sur votre enfance. Et on te voit très, très agressif quand on bavarde comme ça avec toi et qu'on voit ton grand sourire. Et on a du mal à imaginer. C'est presque méchanceté quand tu étais enfant. J'ai presque du mal aussi à l'imaginer aujourd'hui. C'est vrai? Je pense que j'en étais pas vraiment conscient. C'était peut-être ma façon à moi de me protéger. Et c'est vrai que Tom était un enfant aussi très pacifique, très sensible et peut-être il a peut-être aussi exagéré la chose. On était différents. Bon, j'ai dû avoir un caractère, mais en même temps, il ne sait pas non plus tout sur mon monde intérieur. Il y a eu aussi des moments difficiles pour moi, des moments de grande introspection. J'étais pas si excité ni voilà. Bon, ça, c'est peut-être la nécessité de forcer le trait pour amuser les gens aussi. Ta maman a écrit un livre, je crois, récemment, qui s'appelle L'enfance exceptionnelle. C'est l'enfance, hein, pas l'enfant, je précise. En fait, c'est tiré d'un terme au Canada
On nous traite de personnes exceptionnelles. Tu veux dire que les handicapés sont appelés les enfants exceptionnels. Exactement. Mais elle l'a écrit il y a bien longtemps, hein, déjà. Et pourquoi elle ne l'a pas sorti avant? Eh bien, moi aussi, j'ai un peu freiné. Bien sûr, c'est mon intimité dans ce livre, toute notre histoire. J'attendais le moment d'être prêt. Et tu te rends compte que ça va aider beaucoup de gens? Oui, justement, de fil en aiguille, on s'est aperçu que ça plaisait beaucoup justement à des jeunes parents qui sont un tout petit peu dans l'expectative ou dans le doute de voir leur enfant comme moi évoluer, en fait. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui souffrent d'un handicap? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Ces personnes qui nous regardent, qui t'écoutent? Que chaque être humain est unique, chaque être humain mérite une belle vie, mérite non seulement de vivre, mais de bien vivre. Et c'est pas parce qu'on a des petits, qu'est-ce que je pourrais dire, des particularités, voilà, des différences, qu'on est en dessous de la norme. C'est faux. Au contraire, je trouve que c'est une grande richesse même. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont handicapés, ça ne se voit pas, qui sont tout ça dans la tête et qui peuvent souffrir aussi énormément. Donc, et puis c'est parfois quand on n'a pas grand-chose qu'on a tout finalement. On apprend à... La vie nous amène toujours vers des grandes victoires là où elle veut et il faut lui faire confiance. Il y a maintenant une autre question que je voudrais te poser parce que c'est la partie de ta vie qui a, j'imagine, t'a mis la lumière dans les yeux que tu as aujourd'hui. C'est quand tu as rencontré Sophie, ta femme? Oui, bien sûr. Comment l'as-tu rencontrée? Alors, assez tard, vers 29 ans, je l'ai rencontrée je jouais lors d'un concert. J'étais soliste au Victoria Hall, dans une belle salle à Genève. Elle était dans le public. Et puis, elle est venue me voir à la fin. Nous avons bu quelque chose. Donc c'est elle qui a fait la démarche de venir te voir. Alors elle a été recommandée par un de mes élèves. D'accord. Et puis après elle est revenue m'écouter une semaine après. Puis de fil en aiguille, bien sûr, on a vu que ça accrochait tout de suite. Et pour moi, c'était très important de fonder une famille, d'avoir un foyer solide. Quelqu'un qui m'acceptait aussi avec mes différences. Je pense que c'est pas non plus une chose facile, avec mon caractère aussi, certainement. Et puis surtout, Sophie, j'y ai vu dans ses yeux énormément une beauté d'âme que j'avais rarement vue ailleurs. En avant, en arrière, tout doucement. Oui, oui. Oui, oui. Attention. Oui, oui. Michel et Sophie, c'est une histoire de musique, mais c'est aussi une histoire d'amour. De leur rencontre lors d'un concert au Victoria Hall sont nées deux petites filles, Clara et Camille. La vie de famille est primordiale pour Michel, elle l'est aussi pour Sophie, au point souvent de prendre le pas sur le reste, et notamment la musique. C'est pas si évident pour nous d'être mari et femme dans le quotidien, parce qu'on doit jouer, on doit mener notre vie de famille, d'homme, de femme, de couple, de plein de choses. Alors c'est vrai que la musique, c'est pas le numéro 1, hein, c'est après les enfants, après le couple, c'est le numéro 3, on va dire. Juste après leur mariage, Michel et Sophie sont partis faire le tour du monde. 14 mois de voyage aux quatre coins de la planète, financés notamment en improvisant des concerts dans la rue. Je pense qu'un voyage du tour du monde de 14 mois, ça vaut 10 ans de couple. Hein. Je crois que 24 heures sur 24 ensemble, ça vaut 10 ans de couple. Mais on s'en sortait pas mal. Hein. Tout à fait. Ouais, on était assez d'accord. C'est là qu'on a vu aussi qu'on avait pas mal de connivence dans notre voyage. On avait tous les deux envie de sortir les instruments en même temps. On avait un peu le même feeling. C'était chouette. Fort de cette nouvelle complicité musicale, le couple de retour de voyage décide de se produire en public. Aujourd'hui, Michel et Sophie jouent ensemble 2 soirs par mois. J'ai aimé tout de suite la voix de Sophie. Je pense que la voix n'est que le reflet de l'âme. Et j'aimais lui téléphoner parce que j'aimais entendre cette voix et j'aimais écouter mon répondeur quand elle me laissait ces petits mots doux lorsque nous étions
au début de notre relation, très amoureux encore aujourd'hui, mais enfin, c'était un peu spécial à cette époque. Et puis, la voyant avec un tel charisme, je me suis dit, il faut qu'elle monte sur scène. Il n'y avait pas de souci. Donc, elle est musicienne, elle joue de la guitare, elle chante magnifiquement bien. Nous avons créé un spectacle qui nous a permis de le tourner beaucoup. Nous l'avons joué en Australie, dans le monde entier. Tu es enseignant. Oui. Ça, c'est une partie importante de ta vie aussi, au-delà des concerts, des voyages, au-delà des enregistrements de disques. Comment est-ce que les élèves viennent à toi? Comment ça se passe? Par ta notoriété, oui, par ils m'ont entendu en concert, ils ont fait une recherche sur Internet, ils m'ont vu dans les médias, bien sûr. Et tu as combien d'élèves aujourd'hui? À la minute où nous parlons? Quinzaine. Mais ça fluctue beaucoup, parce qu'il y en a qui viennent, par exemple, juste pour une période de 2-3 mois, ensuite qu'ils arrêtent. Voilà. Alors, il y en a que tu gardes très longtemps? Oui, un peu trop. Un peu trop? Pourquoi trop? C'est jamais trop aussi. Oh, parce que je les vois grandir, je les vois après, nous n'avons plus de rapport professeur-élève, nous sommes vraiment des amis. C'est bien aussi, oui, non? Oui, c'est bien sûr, mais après, il faut que l'élève vole par ses propres ailes. C'est vraiment important. Moi-même, je n'ai jamais eu de professeur de flûte de Pan. Mon professeur jouait de la flûte traversière et encore aujourd'hui, il ne sait toujours pas jouer de la flûte de Pan. Donc je suis très autodidacte. Et ce qui m'a aussi beaucoup aidé. J'ai dû découvrir les choses par moi-même. J'ai aimé ce challenge. Fais-la rebondir directement. Pam, pam. Quartier du Vieux-Genève, Michel Tirabosco a revêtu son costume de professeur. Tantôt au conservatoire, tantôt dans l'atelier de son père, il dispense des cours particuliers à des élèves de tout niveau. Émilie apprend la flûte auprès de Michel depuis maintenant 14 ans. Ça perturbe le rythme, c'est dommage. Fais voir encore là. C'est quel type de professeur? Exigeant. En tout cas, ça c'est sûr. Il nous pousse toujours un peu à aller plus loin. Ça va, t'as fini de te maquiller? Tout est bien? C'est pas du maquillage. Je te jure, c'est nana. Peut-être le seul reproche que je ferais à Michel, c'est qu'il a de la peine à dire que c'est bien, que c'est vraiment... Voilà, là, c'est quoi... Donner des vrais compliments, quoi. Il en donne, il dit, ouais, voilà, là, c'est bon, etc. Mais des vrais compliments, on en entend 1-2 fois par année. Mais quand tu les entends, t'es vraiment... tu sais que t'es arrivé au bout de ce que tu devais faire. Donc, en même temps, ça te pousse à aller toujours plus loin pour juste avoir ce compliment à la fin. Et c'est un peu le cadeau de fin d'année, quoi. Michel, c'est beau Genève, hein, et particulièrement ici, dans le parc des Bastions, c'est magnifique. Et regarde, on est au milieu des joueurs d'échecs, ça aussi, ça te rappelle des souvenirs. J'aime bien la concentration mentale. Je joue aussi, oui, bien sûr. Aujourd'hui, j'ai encore cette année fait la Coupe du Léman avec mon frère cadet Ricardo. J'aime bien les échecs, je trouve que c'est pareil que la musique, ça demande une concentration mentale. C'est pas un jeu de chance, et puis c'est le reflet de la vie en fait, à l'image de la vie. C'est un jeu stratégique, pas facile, comme la vie d'ailleurs. C'est vrai. Et puis on perd, on gagne. Comme toujours. Je sais pas, tu as vu que Tom est dans le journal aussi aujourd'hui? Mais il semblerait, hein, voilà, il est incroyable. Formidable ses dessins, hein. Il a beaucoup d'humour. C'est un superbe parcours. C'était un privilège de te rencontrer, de passer ce temps aujourd'hui avec toi. Merci de l'invitation, j'ai eu aussi beaucoup de plaisir. Dis-moi, qu'est-ce que tu souhaiterais dire aux gens qui t'ont regardé? Eh bien, ma foi, que chacun accepte son destin. Chacun essaye de bien vivre, non pas de survivre, mais de chercher toujours les côtés positifs dans la vie. On a tous en nous le potentiel nécessaire pour faire de belles choses. Et puis voilà, de s'aimer un peu, de laisser passer un peu nos caractères forts. Et puis de lâcher prise. J'ai tellement de choses à dire. En fait, c'est un message d'amour que tu veux envoyer. Oui, bien sûr. Merci d'avoir passé ce temps avec nous, nous avoir consacré ce temps. Plaisir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.